Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu fou. Une force invisible qui est absolument partout dans nos vies. L'énergie. C'est elle, le vrai moteur de notre monde. On va commencer par une question toute simple. Le smartphone qu'on a tous dans la poche, les baskets qu'on porte, le burger qu'on mange. Comment tout ça arrive jusqu'à nous? Ça apparaît comme par magie? Évidemment non. En réalité, derrière chaque objet, chaque service, il y a une sorte de super pouvoir caché. Une force qui rend tout ça possible. Alors on y va. Ce fameux super pouvoir, c'est l'énergie. On va voir ensemble comment elle façonne absolument tout ce qui nous entoure. Pour ceux qui connaissent le manga, l'image est parfaite. Notre civilisation, qui carbure aux énergies fossiles, est comme All Might, incroyablement puissante. Mais si on lui coupe ce flux d'énergie, elle redevient d'un coup super fragile. Bon, l'énergie, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est la capacité physique de changer les choses, de transformer le monde. C'est le carburant de nos muscles mécaniques. Sans ça, pas d'usine, pas de transport, pas d'agriculture moderne. Rien. Et le PIB dans tout ça, on en entend parler sans arrêt. Il faut le voir comme bien plus que de l'argent. C'est une sorte de promesse sur le monde physique, un droit de tirage. Avoir 1 million d'euros sur un compte, c'est bien, mais s'il n'y a plus d'énergie pour fabriquer un téléphone ou faire pousser de la nourriture, eh bien cet argent ne vaut plus rien. C'est la physique qui commande, pas l'économie. Ok, maintenant on aborde la partie qui fâche un peu. Ce formidable réservoir d'énergie, celui sur lequel l'Europe a bâti toute sa richesse, il est en train de se vider. Et là, les chiffres sont sans appel. Le déclin du charbon chez nous, ça a commencé il y a plus de 70 ans. Le gaz de la mer du Nord, son maximum, c'était en 2005. Et le pétrole, la ressource reine, a passé son pic mondial pour le pétrole facile à extraire en 2008 et son pic total pour tout le pétrole en 2018. En gros, on est sur une sorte de plateau juste avant la grande descente. Mais attendez, on entend parfois que la production augmente encore, alors c'est quoi le truc? C'est parce que les statistiques, parfois, elles sont un peu trompeuses. C'est là que l'analogie du sirop est géniale. Les statistiques mélangent souvent le vrai pétrole brut, qui est super riche en énergie, avec d'autres liquides qui le sont beaucoup moins. C'est comme si on ajoutait de l'eau dans un sirop pour faire croire qu'on a plus de boissons. Le volume augmente, ouais, mais la qualité énergétique, elle baisse. Et attention, grosse idée reçue, le pétrole, ça ne sert pas juste à faire de l'essence. Pas du tout. Une énorme partie sert à faire le bitume de nos routes. Et surtout, une autre partie, qu'on appelle le naphta, c'est la base de toute la pétrochimie. En clair, le plastique de nos téléphones, les fibres de nos vêtements, les semelles de nos baskets, c'est du pétrole. Bon, mais alors, que se passe-t-il concrètement quand cette ressource commence à manquer? Les conséquences ne sont pas que sur le prix de l'essence, elles sont aussi sociales et politiques. C'est un mot un peu compliqué, la déliquescence. Ça décrit quelque chose qui se désagrège. En politique, c'est quand une société perd sa cohésion, son liant. L'énergie, c'est un peu ce ciment invisible qui tient tout ensemble. Quand il y en a moins, des fissures apparaissent. Prenons un exemple très concret, le ski. Il y a quelque temps, c'était un loisir accessible pour pas mal de familles. Aujourd'hui, avec la hausse des coûts, ça devient un luxe, souvent réservé à une clientèle plus riche. Pour les habitants de ces régions, ça peut créer un sentiment de perte, de dépossession. C'est ça, le déclassement. Et face à ce sentiment de déclassement, quand les services publics se dégradent et que le niveau de vie stagne, une réaction politique assez logique apparaît. Si personne n'explique la cause physique, le manque d'énergie bon marché, alors on cherche des coupables. C'est le ressort du populisme. Une colère qui vise des élites avec un message simple, tous dehors. Cette image des fourmis, elle est forte. L'énergie abondante, c'est comme le miel. Tant qu'il en a pour tout le monde, la coopération est possible. Mais dès que la ressource se raréfie, la compétition devient féroce. La solidarité est remplacée par la lutte pour sa part du gâteau. Face à cette situation, on doit faire des choix. Et en matière d'énergie, soyons clairs, il n'y a pas de solution parfaite. Il s'agit plutôt de choisir le risque qui nous semble le moins pire. Alors comment on arbitre? D'un côté, on a le nucléaire. Il est puissant, stable, et statistiquement, c'est l'une des énergies les plus sûres. Mais il y a la question des déchets et la perception du risque par le public, qui est un vrai sujet. De l'autre, les renouvelables comme l'éolien et le solaire. Leur avantage est énorme, pas de CO2 quand ça fonctionne, mais leur production est intermittente et leur fabrication demande beaucoup d'énergie et de matériaux. Chaque option a ses avantages et ses gros inconvénients. Et le point crucial, c'est le temps. Bâtir une nouvelle infrastructure énergétique, quelle qu'elle soit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend entre 30 et 50 ans. Les décisions qu'on ne prend pas aujourd'hui, on en subira les conséquences pendant des décennies. Alors, comment on avance? Au-delà de la technique, la vraie question, c'est peut-être celle du projet de société. Il faut repenser notre avenir et surtout le faire ensemble. Cette phrase est clé pour comprendre comment on change. On ne change pas juste parce qu'on nous montre des graphiques. Le changement est possible quand il est tiré par un désir, une émotion, un projet commun qui nous parle. Notre modèle de société valorise à fond l'individu, la réussite personnelle. Mais face à un défi aussi immense que la transition énergétique, l'individualisme, c'est une impasse.
La solution ne peut être que collective. Un peu comme dans les histoires qu'on aime, où les héros ne triomphent jamais seuls, mais parce qu'ils unissent leurs forces. Voilà le message central. Comprendre ces lois physiques, ce n'est pas pour se démoraliser, c'est tout le contraire, c'est se donner les moyens de sortir de l'impuissance. C'est comme avoir la clé pour comprendre le fonctionnement de la matrice et pouvoir enfin agir dessus, au lieu de la subir. On termine avec cette question ouverte. Est-ce que cette grille de lecture physique est vraiment la clé pour reprendre le contrôle? Et surtout, cette présentation, cette analyse, qu'est-ce qu'elle inspire? Est-ce qu'elle semble pertinente, incomplète, effrayante ou au contraire motivante? La discussion ne fait que commencer.